Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Frisch de France Télévisions. Pour être totalement honnête avec vous, je me présente devant vous comme le futur ex-responsable du numérique de France Télévisions, parce qu'on a rendu public il y a quelques jours que j'allais quitter France Télé pour rejoindre Radio France. J'avais pas prévu au départ de faire une présentation testament, mais finalement ça sera peut-être un peu le cas. Et c'était l'occasion pour moi de revenir avec vous sur trois tendances fortes dont on a beaucoup parlé ces dernières années au cours de séminaires, de tables rondes, de choses comme ça, et qui ont agité le monde des médias, leur interpellation à l'aune du numérique, et vous livrer les quelques conclusions, en tout cas à date, que nous on en a faites, plus ou moins partagées par les autres médias. On le verra avec la table ronde juste après, et vous dire où on en est un peu aujourd'hui. Juste une question d'abord pour commencer, pour savoir à qui je m'adresse. Qui d'entre vous n'est pas ingénieur? D'accord, donc tous les non-ingénieurs qui participent au DigiWorld sont venus à cette presse, parce que les autres ils sont dans les autres salles. Donc très bien. Donc la plupart d'entre vous doivent déjà connaître la plupart des choses que je vais dire. Je m'en excuse. J'espère qu'il y aura quand même 2-3 choses que vous pourrez glaner et qui vous apporteront quelque chose. Donc j'ai choisi de vous parler, non pas de tout ce dont j'aurais pu vous parler, mais de 3 choses qui nous ont agités et sur lesquelles aujourd'hui on a un certain nombre d'idées. La social TV, TV Everywhere, on verra ce que ça veut dire. Smart TV. Et on verra que c'est pas exactement Smart TV dont je vais vous parler. Alors la social TV d'abord. Alors à chaque fois pour moi quand même, tout ça s'inscrit dans une idée forte qui est arrivée, qui est tombée sur les médias il y a quelques années, qui est que est arrivé quelqu'un dans notre équation, qui est le téléspectateur connecté, l'usager, l'utilisateur, et qu'on ne pense plus, ou de moins en moins, notre offre éditoriale à la télé globalement, comme d'ailleurs dans n'importe quel autre média, comme quelque chose qui descend et qu'on diffuse vers des consommateurs, des téléspectateurs, mais quelque chose qu'on pense en fonction d'un utilisateur, de ses spécificités, de ses parcours, de ses pratiques. Une forme de révolution copernicienne pour les médias. Alors, je vous avais posé la question de qui ingénieur. J'imagine que donc il y a finalement assez peu de gens d'Orange ici ou d'autres telcos relativement. C'est une révolution que les telcos ont faite il y a déjà longtemps, il y a déjà 10 ans. D'ailleurs, sans forcément réussir à donner vraiment corps à ça, à dire on met l'utilisateur au centre et puis on construit autour de lui. Par contre, ils l'ont conceptualisé bien avant les médias. Maintenant, les médias y vont. Le choc est frontal avec le numérique. C'est 2 mondes qui pensent complètement différemment. Et nous, ça nous oblige à repenser nos métiers. Les directions numériques dans les médias ont pour mission aujourd'hui d'expérimenter, de tester et d'apprendre, d'être finalement la pointe avancée de l'exploration dans les médias pour éclairer leur avenir. On a la chance, à la télé, de ne pas être réellement menacé par Internet. On est menacé si on ne bouge pas. On n'est pas comme la presse. On n'est pas menacé de disparition. Par contre, on est menacé de marginalisation. On a un atout qui est formidable, qui est qu'on manipule de la vidéo. On a des programmes qui sont très engageants, qui sont émotionnellement forts, que les gens consomment énormément sur toutes les plateformes, que ce soit nous ou d'autres qui les diffusions. D'autres, c'est aussi bien des YouTube que des Netflix. Et on a donc des vrais atouts pour affronter cette révolution en profondeur. Donc la social TV, ça a été ça au début. Ça a été une valeur utilisateur, comme on dit en anglais, une Customer Value Proposition, qui était de dire aux téléspectateurs, venez avec nous, vous prenez partie au divertissement, au show, au match de foot, vous êtes avec nous, vous êtes entre vous, vous parlez, vous conversez. La télé a toujours été de ce point de vue-là social, conversationnel, ça a toujours fait énormément parler. Aujourd'hui, ça se passe en temps réel, ça se passe avec une agora extraordinairement grande, ça se passe de façon totalement décloisonnée. Qu'est-ce que les télés en ont tiré? Alors d'abord, elles se sont dit, génial, on va faire des applis, second écran, qu'on va mettre sur l'App Store, sur le Play Store, etc. Les gens vont les télécharger parce que on est les télés, on est les plus forts. Ils vont les utiliser, ça va nous faire plein d'audience additionnelles parce que plus d'attention, donc de la monétisation, etc. Génial, plein d'argent à gagner. Alors toutes ces applis là, second écran, Connect, j'ai mis un petit drapeau orange dans le coin pour dire parfois ça marche, souvent ça marche pas, parfois ça marche quand même, donc il ne faut pas tout jeter à la poubelle, mais quand même globalement ça marche pas. Pourquoi? Parce que
l'activité social TV, conversationnelle, c'est de la conversation d'abord, et ça se passe sur Facebook, ça se passe sur Twitter, ça se passe encore un peu par SMS, ça se passe pas beaucoup sur nos applis Connect, quel que soit leur nom, à nous autres. Bon, on a quand même des cas où ça marche, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mais globalement, c'est pas toujours des très bons investissements pour nous. Et donc la social TV, en termes d'argent, c'est, voilà, faut pas y aller pour ça. Quand on a un groupe média, certains se sont dit super, on va mettre plein d'habillage SFR, c'était ce qu'avait fait TF1 en lançant son appli Connect, on va faire plein de pubs partout, on va faire des amplifiers, on va faire... De temps en temps on peut gagner des petites choses quand même, mais c'est pas un vrai modèle économique pour nous, c'est pas un vrai levier de croissance de chiffre d'affaires. Est-ce que ça rapporte quand même de l'audience finalement? Un peu. On ne sait pas vraiment le mesurer, on ne sait pas vraiment le tangibiliser. Et d'ailleurs, quelle audience? Ça rapporte un petit peu quand les gens cliquent sur nos tweets ou ce qu'on envoie, nos posts sur Facebook, et reviennent sur nos applis, nos sites mobiles, etc. Est-ce que ça rapporte de l'audience à la télé? On ne sait pas vraiment, on ne pense pas. Ça fidélise peut-être un peu plus, ça engage un peu plus, donc ça fidélise. Mais uniquement sous cet angle-là, oui. Ça, nous, médias, se mêler de conversation, se mêler de prendre la parole et d'animer le dialogue avec les téléspectateurs, ça marche en termes d'engagement. Là, je vous donne un exemple qui a été le plus marquant pour nous, parmi tout ce qu'on a fait. Donc, c'est un exemple de l'Eurovision. Tout à l'heure, le monsieur de l'UER a parlé de l'Eurovision Song Contest. Voilà, c'est ça. On a la chance de le diffuser. On a même diffusé ça en même temps que TF1 diffusait la finale de The Voice. Donc on flippait un peu. Et puis finalement, en tout cas au moins sur l'activité sociale, là on a gagné. Ça nous arrive pas souvent, hein. On est France Télé, on a un public âgé. Les gens sont moins connectés que ceux des autres chaînes qui eux-mêmes sont souvent plutôt âgés. Enfin, ça dépend des chaînes. On a gagné là. On a gagné parce on s'est dit le concept éditorial Eurovision, c'est pas fondamentalement un concours de la chanson, c'est un divertissement où on se marre devant ce qu'on voit. Alors oui, évidemment, tout le monde veut revoir Conchita Wurst, mais on est content aussi de se marrer de la tenue, de moquer la tenue des performeurs. Donc on a joué là-dessus et ça a extrêmement bien marché. La social TV, oui, ça crée de l'engagement. In fine, une forme de fidélisation à nos marques, à nos programmes et à nos projets éditoriaux. Mais j'irai un peu plus loin sur le bénéfice qu'a été pour nous les médias la social TV, ou que c'est en train de devenir. Encore une fois, social TV au sens immersion du téléspectateur chez nous, dans nos locaux, dans nos bureaux, sur nos consoles, dans nos régies, etc. Je ne vous parle pas de tout ce qu'on fait, les tweets à l'écran et tout ça c'est déjà tellement rebâché. Non, par contre, en termes de transmédia ou de la télé qui sort de l'écran de télé, là, on a vraiment plein de trucs à faire. On n'est pas mûr, personne n'est vraiment mûr, on ne sait pas vraiment où est le ROI, quelle que soit la façon dont on mesure le ROI. Mais en tout cas, quand on s'appelle Fort Boyard et le Père Fouras, on a plein de likers sur Facebook. Dès qu'ils postent un message, c'est toujours commenté, repris, liké, etc. Ça cartonne. Ça marche aussi quand on a un personnage de fiction comme Fabienne Lepic, qui revient bientôt à l'antenne pour la nouvelle saison, si je ne dis pas de bêtises, la saison 7 de Fais pas ci, fais pas ça, et qui a pris corps, donc des personnages fictifs, hein, alors que Facebook, c'est normalement des gens réels, quoi. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Là, ce sont des personnages de fiction qui posent leurs pieds sur la toile, dans les réseaux, qui prennent la parole, et pour peu qu'on fasse bien le boulot, ça prend. Alors ça permet de faire vivre un show pendant les 11 mois où il n'est pas à l'antenne, ça permet de nourrir une communauté, ça permet de la renforcer au moment où le programme revient à l'antenne, ça permet nous aussi de mesurer, de sentir la température de l'audience, donc d'avoir un retour, une voix de retour de ce que les gens pensent, disent et aiment. Je vais aller rapidement sur ça. Il y a un site qui s'est lancé en septembre qui s'appelle Love Lose. Vous connaissez tous Vie de merde. Voilà, il n'existait pas encore de Vie de merde, de la loose amoureuse. Ça s'appelle Love Lose. Ça existe depuis septembre en France. Donc les gens vont poster des looses. Allez voir, c'est drôle. Inscrivez-vous parce que vous en avez tous forcément au moins une ou deux à raconter. Vous pouvez vous filmer. J'ai pas choisi, le temps était trop court de vous en montrer, mais ça m'aurait bien fait marrer. Mais allez-y. Sauf qu'un jour, quand c'était fin septembre, début octobre, à l'antenne, à 20h20, quelque chose comme ça, sur France 3, un personnage de Plus belle la vie a dit « Ouais, j'ai découvert ce site, c'est super ».
Là, on peut se dire, nous, professionnels, bon, ben, les gens qui ont fait Lovelose, ils ont fait juste un peu de product placement, comme tout le monde en fait dans ce genre de show, et ils ont fait parler de Lovelose. Et elle dit, bah, je suis allé m'inscrire dessus et je raconte des trucs. Effectivement, elle est allée raconter des trucs sur Lovelose. Derrière, d'autres sont acteurs de Plus belle la vie, en tant que leurs personnages, sont allés s'inscrire, ont raconté des trucs. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'un des personnages de la série va soumettre ses problèmes amoureux à la communauté. Elle doit choisir, en gros, elle doit choisir entre deux mecs. C'est un choix cornélien, elle ne sait pas quoi faire. Donc voilà, elle va sur Lovelose et elle demande l'avis du public, d'une certaine façon. C'est pas écrit encore ce qui va se passer. C'est-à-dire que les auteurs de Plus belle la vie connaissent pas la réponse, ils savent pas, c'est ouvert. Et ça va se passer sur Lovelose. Lovelose a été lancé par France Télévisions, par notre département Nouvelles Écritures, comme une sorte de réseau social, etc., totalement indépendamment de l'antenne, mais finalement sur lequel on a injecté des éléments de narration, et finalement une forme de narration ou d'histoire parallèle est en train de se passer sur Lovelose, avant de revenir à un moment, dans le courant de l'année, à l'antenne. Bon, je parle de Lovelose parce que ça parle de Plus belle la vie, qui est des séries qui a la plus grande française, qui a une énorme longévité, on vient de fêter les 10 ans, qui est toujours très populaire à l'antenne, en replay, etc. Et on fait bien d'autres choses, vous avez entendu parler d'Anarchy probablement, ce programme sur France 4, qui a une audience lui plutôt confidentielle, mais qui pour le coup pousse la notion transmédia beaucoup plus avant. Voilà pour la social TV. Deuxième chose, TV Everywhere. Alors on m'a dit que ma keynote ça allait servir un peu d'introduction à la table ronde suivante. Donc c'est peut-être, je suis pas sûr, mais c'est peut-être un équivalent ou un synonyme de ce que certains appellent Cloud TV. Je sais pas très bien ce que ça veut dire Cloud TV. Et TV Everywhere, je sais pas très bien ce que ça veut dire, si ce n'est cette fameuse promesse. Je sais pas si je peux dire à Tawad parce que Maître Bensoussan nous a dit que la marque était déposée, ce que j'ai découvert. Mais cette promesse de je regarde ce que je veux, où je veux, quand je veux, pour la télé, incarné sur la télé. Je regardais un programme, ce programme, parce que je sais ce que je vais regarder généralement, ici et maintenant, là où je suis, sur l'écran que j'ai entre les mains. Donc, d'abord, la première des choses sur la TV Everywhere, c'est la conquête des écrans. La télé, c'était sur la télé, c'était du live. Ensuite, c'est devenu du replay chez LFAI, et maintenant, c'est un peu tout, partout. La conquête des écrans, c'est quelque chose d'assez compliqué, j'y reviendrai un peu plus tard, parce qu'on a une quantité de technologies absolument incroyable, mais c'est indispensable. Ça nous a permis à nous, France Télévisions, de faire x9 en gros en 3 ans et demi, 4 ans sur la consommation de vidéos. On était à 10-15 millions en 2010-2011, on est à plus de 130 en ce moment, par mois, millions de vidéos vues par mois. Et ça a été possible parce que on a dit la vidéo c'est chez nous, c'est pas chez nous, peu importe, il faut que ce soit vu. On va sur toutes les plateformes possibles pourvu qu'on rencontre un usage. On va pas aller partout, d'autres le font. Netflix et la BBC sont bien plus volontaristes encore que nous. Mais ils le font sans discerner ce qui apporte de l'audience ou pas. Par principe, ils vont partout. Nous, on va pas partout par principe. On va partout où il y a de l'usage. C'est cela notre principe. Netflix donc le fait beaucoup plus que nous et pour le coup dans la notion de TV Everywhere, alors c'est pas du linéaire, on considère que c'est une forme de télé quand même. Eux ils ont déjà implémenté la chose dont il était question dans la table ronde tout à l'heure, qui est on regarde quelque chose, on s'interrompt, on le reprend n'importe où sur un autre écran, on repart à la seconde où on a arrêté le show. Peu importe qu'on soit en Wi-Fi, 4G, 3G, 5G qui n'existe pas encore, sur un PC, sur un mobile, etc. Peu importe, sur un écran de télé connecté, sur une Smart TV, chez un FAI, j'imagine, même si je ne l'ai pas testé encore depuis un FAI. Alors quel usage ? Ça a commencé par le replay, donc je suis obligé d'en parler, et c'est toujours très fort l'usage du replay. C'est grosso modo, nous, sur nos millions de vidéos vues, c'est à peu près la moitié le replay. Plus précisément, la moitié, c'est l'usage qui vient de la télé, le replay et le live regardé sur tous les écrans. Là, je vous illustre juste ce que c'est un programme qui cartonne en replay. C'est, en tout cas pour nous, Valérie Gerfaud d'M6 pourra peut-être commenter avec d'autres chiffres. Chez nous, un carton, c'est ça, 300 000 vidéos vues pour un épisode. C'est ce qu'on a fait sur Fais pas ci, fais pas ça l'année dernière et sur Broadchurch, une série britannique qui a cartonné à l'antenne et en replay. Et donc le live, qui est explosif au moment des événements. Et alors pour nous, en particulier des événements sportifs, tout comme le Tour de France ou Roland Garros, même si Roland Garros, on a l'air de savoir à l'avance qui va gagner.
il y a toujours une part de surprise. Mais ça fait que la moitié de la consommation vidéo. Ce qui est vraiment la télé, quoi. Regarder la télé en direct, regarder la télé en rattrapage. L'autre moitié, c'est d'autres formats. Certains qui sont des exclusivités web, des choses, je sais pas, on a fait quelques bons scores récemment sur Culturebox, sur des retransmissions de festivals comme Pitchfork, qu'on diffuse pas. Mais surtout, on s'est mis à produire, pas de façon systématique, mais de façon éclairée, des snapshots, des extraits, à la volée, en temps réel, c'est-à-dire que dès qu'un truc est diffusé à l'antenne, quasiment dans la minute, il est diffusé sur Internet. Je dis sur Internet, tous les écrans, les réseaux sociaux, nos sites, les applis, etc. Et finalement, ça représente, tous ces nouveaux formats, pour nous, l'autre moitié de la consommation vidéo. Et ça, notamment, c'est explosif. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous dérouler cette vidéo. C'est celle où... Allez, je vous montre quand même le début. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vu. Elle a fait près de 2 millions de vidéos vues. C'était dans On n'est pas couché. Et en tout cas, les équipes d'édition numérique savent que quand on coupe ce genre d'extrait, les gens ne regardent pas forcément 3 heures d'On n'est pas couché ou même vont chercher dans une timeline le moment chaud. Donc on leur prépare je sais pas, la dizaine d'instants qui méritent d'être vus, qui ont marqué vraiment l'émission et ça fait à chaque fois un carton. Je passe à mon 3e sujet, je vais aller assez vite dessus. Smart TV, on en parle beaucoup, on a dit à la table ronde juste avant que ça marchait pas. Je suis pas d'accord, mais en fait ça m'intéresse pas cette question. Parce que j'ai dit que je parlais d'usage, et quand on parle d'usage et de l'utilisateur, finalement on s'en fout que ce soit... Pardon. On n'en a rien à faire, enfin, je sais pas comment le dire. Bon, on s'en fout que ce soit connecté d'une façon ou d'une autre. La technologie est de moins en moins... Enfin, elle est toujours un sujet parce que toutes les combinaisons technologiques marchent pas. Mais... ça doit plus être un sujet parce que c'est devenu tellement compliqué que tant que ce sera compliqué, les gens s'en serviront pas et les gens s'en servent quand ça marche. Voilà, c'est un peu bête ce que je dis, mais Smart TV c'est une technologie. Je sais pas définir la proposition de valeur de la Smart TV par rapport à l'IPTV, par rapport à je sais pas tout un tas d'autres choses. Je préfère parler, voilà, c'est un terme geek pour moi. Je préfère parler de télé connectée, connected TV in English. La télé connectée. Parce que c'est ça qui compte. Et là, on commence à pouvoir définir une proposition de valeur. On va passer un bon moment devant le grand écran de confort au salon. Là, on va passer peut-être un bon moment à faire quelque chose sur nos super grands écrans. On a dit tout à l'heure, j'ai entendu dire que l'écran de télé, c'était un écran comme un autre. Non, aucun écran n'est un écran comme un autre. Le mobile a ses spécificités, la télé ses spécificités, la tablette les siennes, et la iWatch aussi, et ainsi de suite. L'écran de télé n'est pas un écran comme les autres, et il est d'autant moins un écran comme les autres que les Français passent 3h45, 3h50 devant par jour, en moyenne. Et même les jeunes, dont on dit qu'il y a une désaffection pour la télé, passent plus de 2 heures devant cet écran. On ne peut pas considérer que ce soit un écran comme les autres. Aucun écran, pour moi, n'est un écran comme les autres. Une chose dont on est convaincu, par contre, c'est que tous les écrans, quels qu'ils soient, et en particulier l'écran de télé, sont voués à être connectés. À quelle vitesse on sera à 100% d'écran connecté? Aujourd'hui, on est à 52%, c'est le chiffre qui est en haut à droite, ce qui est déjà beaucoup. À quelle vitesse on sera à 100%? On n'en sait rien. On ne sait pas si c'est dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais on sait que ça sera le cas. On en est certain. C'est même pas une question. Ce qui est une question aujourd'hui, c'est regarder ça un peu. Vous avez des box de fournisseurs d'accès Internet en haut, des Smart TV ici, des box OTT, une box satellite, des box OTT, l'Apple TV bien sûr, et la box Amazon, évidemment les clés qui arrivent. Là j'ai montré celle de Google, la Chromecast. Donc il en manque plein des moyens de se connecter. Oui, une console de jeu, j'en ai mis qu'une, mais il y en a d'autres. Il existe plein de moyens aujourd'hui de connecter sa télé. Donc ça, c'est bien parce que ça fait qu'aujourd'hui, 52% des écrans de télé en France, c'est une étude qu'on a menée avec Médiamétrie qui nous a apporté ce chiffre, sont réellement connectés aujourd'hui. Bon, je ne vous cache pas que beaucoup le sont à travers d'un fournisseur d'accès Internet, mais tant mieux, tant mieux. Dire qu'il n'y a pas d'usage sur l'écran de la télé connectée, c'est ignorer le fait qu'il y a un usage déjà massif, énorme, chez les fournisseurs d'accès Internet. Et sur les Smart TV, on va en parler. Je vous ai dit, on fait à peu près 130 millions de vidéos vues par mois. 40 millions de ces 130 sont faits sur l'écran de télé lui-même.
Une petite part de ces 40 millions sont faits sur autre chose que des fournisseurs d'accès Internet, mais c'est un chiffre qui était à 0 il y a 2 ans et qui aujourd'hui est déjà à quelques millions. Quand un chiffre passe de 0 à quelques millions en 2 ans, c'est qu'il se passe quand même quelque chose. Alors, c'est loin d'être parfait et je vais y revenir. Mais en gros, ce qui marche d'abord, bah, c'est sur un écran de télé, c'est la télé. La télé, c'est bien pour regarder la télé. L'écran de télé, c'est bien pour regarder de la vidéo en général, hein, bien sûr. Mais la télé en premier lieu. La télé linéaire, certes, je vous l'ai dit, on passe du temps encore devant. La télé de rattrapage. Et puis on a essayé, nous, de pousser le curseur un peu plus loin que la télé de rattrapage en disant je prends le contrôle, même sans équipement particulier, je prends le contrôle de mon flux. Salto, on l'a lancé il y a 2 ans. Je prends un programme en cours de route, je reviens au début. C'est pas mal, hein. C'est pas mal comme usage. Mais aussi, en fait, je tombe sur un programme, il est bien, mais bon, c'est pas le moment pour moi de le regarder, je suis pas dans l'état d'esprit où j'ai pas le temps. On a lancé ça il y a 2-3 semaines. Une fonction, je me le mets de côté pour le regarder plus tard. Tout ça, c'est que de la télé. De la télé où on redonne une forme de contrôle avancé sur quand, pas où, c'est sur l'écran de télé, mais quand est-ce que moi, téléspectateur, je pourrais regarder mon programme. Mais finalement, la télé est en train de devenir autre chose que les flux linéaires découpés et réagencés de toutes les façons possibles et imaginables. Et on a commencé cette année à conceptualiser l'idée que les éditeurs audiovisuels et les nouveaux entrants sont en train de fabriquer des chaînes de télé, ou ont aussi pour vocation de fabriquer des chaînes de télé, mais qui sont par essence quelque chose d'hybride pour le coup entre le linéaire, le non linéaire, et finalement peu importe à chaque chaîne entre guillemets de télé à la demande de réinventer sa proposition de valeur et sa modalité. On l'a fait pour l'info. Là, sa modalité, c'est un JT permanent qui vous donne en 12 minutes l'essentiel de l'actu. On l'a fait pour Zouzou, pour les 3 à 6 ans, avec un flux linéaire, mais aussi du à la demande, pour Culture Box, pour récemment pour Ludo, etc., etc. Voire même des chaînes événementielles pour le sport. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait du volume? Je vous le dis tel quel, la jeunesse, ouais. Enfin, outre ce qui est en haut qui cartonne. Les programmes jeunesse, Zouzou, Ludo, oui, ça marche très très bien sur l'écran de télé. Les autres, ça dépend. Ça dépend du moment. France TV Info a cartonné pendant les municipales. Le sport, ça marche très bien. Pour le reste, c'est variable. Maintenant, il y a quand même un inconvénient à tout ça, un problème qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ça décolle pas aussi vite qu'on le pensait. C'est une hétérogénéité, une fragmentation technologique qui est terrifiante quand on est dans la position d'un éditeur et qu'on veut toucher du monde. Là, j'ai flouté, pour pas discriminer, etc. Mais j'ai pas flouté ce que vous voyez en haut, où j'ai mis Plus, France TV Info, France TV Sport, Jeunesse qui est pour nous Zouzou et Ludo, Culture Box, etc. Ce sont nos offres. Et puis les lignes, c'est les technologies. Puis là, je vous ai mis qu'une extraction du tableau, il continue encore. Bon, on voit rapidement là que c'est Plus qu'on a le plus distribué, enfin qu'on a distribué sur le plus de technologies. Je ne commenterai pas les autres, je vous dirais juste que c'est un cauchemar ça pour nous. C'est comme la situation des mobiles ou des premiers smartphones il y a 10 ans, avant que l'iPhone mette tout le monde d'accord et qu'Android donne une alternative. Aujourd'hui, il y a 2 options. Alors certains diront oui, il y a aussi encore un peu BlackBerry, oui, il y a encore un peu Windows. Ok, il y a surtout Android et iOS. Sur la télé, on n'en est pas encore là, on est au stade juste avant. Ça, c'est un vrai problème pour nous, parce qu'il y a de l'usage. On sait que quand on est sur une technologie, quand on est chez soi, on est sur une technologie. On ne se pose pas la question de quelle technologie je vais prendre en fonction de quels services sont disponibles. On a juste acheté un écran parce qu'il est beau, il est grand, et il a quelques bonnes propriétés de HD, Ultra HD, j'en sais rien, mais pas pour ces services connectés. Simplement, ce qu'on a constaté, nous, et ce qu'on a mesuré, c'est que quand les gens découvrent un service et s'en servent une première fois, c'est top, ils reviennent. Ça, c'est un excellent indicateur. Plus que les volumes, on sait que quand les gens essayent ces services connectés sur un écran de télé, ils reviennent. L'essayer, c'est l'adopter. C'est super, pourvu que le service soit pas nul, quand même. Mais l'essayer, c'est l'adopter. Simplement, pour nous, le faire essayer par les gens, c'est compliqué. C'est hyper cher. Et puis, ça nécessite énormément d'expertises différentes technologiques. Qui va mettre tout le monde d'accord? J'en sais rien. Il semble qu'Android commence à diffuser un peu partout, on verra. On imagine que dans notre monde, même si Android commence à prendre pied un peu partout, même chez des FAI, ça ne sera pas la seule technologie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tant que ce sera aussi compliqué,
ça n'explosera pas beaucoup plus que la situation d'aujourd'hui. Par contre, une chose est à peu près sûre, c'est que comme il y a un usage, comme l'usage est convaincant, comme quand on s'en sert une fois, on a envie de s'en resservir, et de fait on s'en resserre et on s'en resserre plein de fois, alors économiquement, les acteurs trouveront une solution à ça. Nous, on n'est pas un acteur technologique, on ne prend pas parti dans ce débat-là, on ne sait pas quelle est la meilleure solution, on sait juste qu'à un moment ou un autre, il en sortira une, et comme on dit parfois, quand il y a plein de technologies qui se battent, à la fin c'est Google qui gagne, on ne sait pas. Mais effectivement, là, on a quelques indices qui nous laissent penser que peut-être Google va aussi gagner sur ce terrain-là. Donc j'ai mis un drapeau orange, parce que c'est quand même pas simple aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ces trois tendances. Je voudrais juste plutôt qu'on retienne une chose. Ce qui change tout aujourd'hui, c'est pas le fait qu'on parle de social TV, de smart TV, de je ne sais quoi d'autre, c'est le fait que nous, les groupes médias, on s'adresse à des téléspectateurs qui, d'une façon ou d'une autre, par leur mobile, leur tablette, ce qu'on veut, et même parfois leur écran de télé, sont connectés. Pas encore tous, mais de plus en plus. Donc nous, on doit commencer à penser l'ensemble de notre métier audiovisuel, pas uniquement nous, gens du numérique, essayer de faire des visiteurs uniques sur nos sites web, mais l'ensemble de notre offre audiovisuelle comme s'adressant à des téléspectateurs qui sont connectés. Et j'imagine que ce sera un des sujets que vous allez aborder ensuite dans la table ronde sur le Cloud TV. Merci beaucoup de votre attention.